Alors, Ukraine, cette autre guerre qui se joue dans le cyberespace, on va parler des types d'opérations qui sont menées, également des méthodes et des impacts avec 3 experts cyber. David Groot, directeur technique pour l'Europe et le Moyen-Orient chez Mandiant, mais je devrais dire, puisque c'est la star du jour dans la cybersécurité, je devrais dire chez Google maintenant, puisqu'on a eu une officialisation hier soir du rachat de Mandiant par Google pour 5,4 milliards de dollars. Tout à fait. Bonjour à vous. Bonjour. À côté de vous, Olivier Laurélie, alias Bluetooth, pour ceux qui vous connaissent plus sous ce pseudo quand vous étiez plutôt un hacker, puis consultant cyber. Aujourd'hui, vous êtes responsable sécurité chez Birstech et cofondateur du journal d'investigation en ligne et d'information Hacking Reflet Info. Également avec nous en vision, on aura Jérôme Billois, l'expert en sécurité du cabinet Wavestone, également membre du conseil d'administration du CLUSIF. C'est l'association de référence aujourd'hui en France sur la sécurité informatique. On va peut-être commencer ensemble, Olivier, avec hier soir cette panne qui a surpris un peu tout le monde sur Spotify et Discord aux alentours de 19h. Est-ce que vous avez des informations sur les causes de cette panne? Parce qu'évidemment, on pense cyberattaque, mais peut-être est-ce une psychose? Alors oui, on se pose évidemment forcément des questions à la moindre disponibilité aujourd'hui. On n'a pas spécialement encore d'informations. Je pense que c'est des sociétés qui ont l'habitude de communiquer en plus, donc c'est quelque chose qu'elles vont faire. Maintenant, oui, effectivement, il plane une menace un petit peu plus importante que d'habitude sur des grosses infrastructures et sur des grosses sociétés. Est-ce que c'est de l'ordre de la psychose alors de voir des cyberattaques derrière toutes les pannes, d'après vous, David Groot, ou c'est justifié? Non, je dirais que c'est un petit peu des deux. On est vraiment à mi-chemin entre de la psychose et la réalité. On est dans une actualité qui fait qu'on s'intéresse à ces éléments-là, qu'on s'intéresse à cette action. Maintenant, des cyberattaques, il y en a tous les jours, tout le temps. Donc l'attribution, comme on l'appelle, être capable de mettre un nom derrière une attaque, ça prend du temps. Et il faut se laisser le temps de regarder, de valider, de confirmer ou d'infirmer, et pas aller trop vite en termes de conclusion. C'est Discord qui a été le plus transparent, je crois, sur l'annonce de la panne. Ils ont commencé à donner un début d'explication. Oui, ils ont commencé à donner un début d'explication. Maintenant, on ne connaît toujours pas l'impact. Et encore une fois, il y a ce problème de l'attribution et ensuite de l'impact réel, parce qu'on peut avoir un dysfonctionnement pendant un moment, mais ça peut cacher quelque chose de plus grave des fois. Ok, on va donner la parole aussi à Jérôme Billois donc de Wavestone. Bonjour Jérôme. Bonjour. Qu'est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, comme effet concret de ce conflit Russie-Ukraine en matière de cybermenaces? Alors on voit énormément d'actualités, énormément d'activités. Il faut bien séparer finalement deux choses. Ce qui se passe vraiment sur le terrain du conflit entre directement l'Ukraine et la Russie, avec, on l'a vu, beaucoup de tentatives d'attaques réussies, parfois sur des infrastructures ukrainiennes. Et puis plutôt ce qui se passe en dehors du terrain du conflit directement, donc plutôt on va dire dans les pays occidentaux ou même en Russie, où là il y a beaucoup de craintes d'attaques qui pourraient déborder, où il y a beaucoup d'inquiétudes sur finalement des menaces cyber qui pourraient devenir une réalité. Mais à date, on est plutôt sur on va dire une forte actualité, une forte inquiétude, mais on n'a pas vu d'effet réel, hormis sur ce qu'on disait depuis quelques jours, les satellites en particulier, qui ont quand même eu des impacts en France. Alors oui, rappelez-nous quand même ce qui s'est passé avec Viasat, puisqu'on a vu pratiquement le jour de l'invasion de l'Ukraine, on a vu des abonnés français coupés d'Internet, coupés de leur connexion satellitaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors effectivement, quelques heures après le début de l'invasion de la Russie, le fournisseur Viasat a vu son service de télécommunication par satellite interrompu. Beaucoup de flou au début. Et là, la situation devient, alors on n'a encore pas complètement tous les éléments techniques, mais devient de plus en plus claire. Il y a clairement eu une cyberattaque sur cet opérateur-là, en particulier sur la zone européenne avec lequel il délivre un service de télécommunication. On a vu des internautes français privés d'Internet, on a vu des éoliennes allemandes dont le contrôle à distance avait été perdu. Mais ce qu'on sait aussi, surtout, c'est que ce service de télécommunication, il a été utilisé par l'armée ukrainienne pour échanger de manière opérationnelle sur le terrain. Donc voilà, l'attribution de l'attaque n'a pas été faite, mais quand on voit à la fois, je dirais, la méthodologie qui a consisté à attaquer les équipements, les équivalents des box satellites et la synchronisation des événements, il y a quand même un certain nombre de coïncidences qui nous font dire que la Russie est évidemment certainement l'entité la plus probable pour avoir conduit l'attaque.
Oui, effectivement, on sait que ça prend du temps, l'attribution, donc on peut émettre que des hypothèses, évidemment, aujourd'hui. Tant qu'on est dans les satellites, on a aussi Elon Musk qui prévient qu'attention, Starlink, donc ces équipements, pourraient être la cible des Russes, et donc demande même aux Ukrainiens qui utilisent son service d'être très prudents, de plutôt même déconnecter le service lorsqu'ils n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, le nœud Internet, les connexions Internet sont vraiment des cibles premières dans les conflits. Je dirais que la communication au sens large est très importante, que ce soit en capacité d'influence. On voit en ce moment vraiment une grande bagarre sur l'influence informationnelle entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi sur la capacité de communication entre les différents groupes sur le terrain ou en dehors du terrain. On a 2 impacts. On a l'impact technique, ne pas pouvoir communiquer, et on a aussi l'impact sur le moral des gens. Ne pas avoir Internet, ne pas avoir d'informations, ne pas savoir ce qui se passe, permet d'ouvrir une paranoïa relativement forte qui fait qu'on est en train de déstabiliser son adversaire. Donc aujourd'hui, le nœud Internet, la communication au sens général, est un élément clé dans l'ensemble des doctrines de guerre des pays occidentaux, et c'est ce qu'on voit sur le terrain actuellement. Bluetooth, vous connaissez le système Starlink, comment il fonctionne, comment il est sécurisé aujourd'hui? Alors très peu, mais par contre de ce qu'on observe actuellement sur le terrain en Ukraine, c'est des communications en clair. Énormément de soldats utilisent des communications radio en clair, et Internet est un petit peu, quelque part, la bonne méthode pour pouvoir communiquer de manière un peu sécurisée. Il y a des systèmes de chiffrement chez les opérateurs satellitaires, et c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément sur les moyens de communication actuels en Ukraine. Donc il y a Donc ce serait plus sécurisé aujourd'hui sur le satellite? C'est forcément plus sécurisé que de communiquer par des radios non cryptées. Et ça ne permet pas d'être géolocalisé plus facilement? Alors, si, c'est un petit peu le même problème, mais en fait, sur de la radio FM, vous allez pouvoir également être localisé avec de la triangulation. Donc, quelque part... Ouais. Difficile d'y échapper. Qu'est-ce qu'on voit comme type d'attaque depuis le début du conflit qui prend de plus en plus d'importance, qui prend le pas sur les autres attaques? Moi, je dirais qu'on peut le classer en 4 familles. 4 familles de catégories de choses que l'on observe. Il y a des choses qu'on observait déjà avant les attaques, parce que quand on va mener un conflit comme celui-ci, ça se prépare en amont. Donc il y a des choses qu'on voyait en amont, il y a des choses qu'on voit pendant l'événement, et on en verra peut-être même en aval, en termes de retombées, de nouveautés, de changements de doctrine, comme je disais tout à l'heure, pour différents États. Donc si je les prends sur 4 familles ou 4 catégories de manière relativement simple, on a tout ce qui est cyberespionnage, que l'on voyait déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années, avec des groupes associés directement à la Russie qui veulent gagner un avantage diplomatique, être capable de savoir ce qui se passe sur le terrain diplomatique à travers les ministères d'Affaires étrangères, à travers les institutions gouvernementales. On a entendu parler l'année dernière... Cyberespionnage sont des écoutes sur les communications qui transitent via le réseau. Alors pas obligatoirement des écoutes, ça peut être des pénétrations de réseau pour pouvoir avoir la main sur des documents, sur des projets. On a parlé énormément à l'époque de UNC 2452, pour les gens qui ne connaissent pas, SolarWinds résonne un petit peu plus. L'espion russe qui allait chercher des éléments de mail sur les institutions gouvernementales américaines et européennes. Donc ça, c'est des choses qu'on voyait déjà en amont du conflit et qu'on a vu s'accélérer depuis le 24 février. Donc vraiment cette notion de prendre un avantage diplomatique à travers la cyber et connaître son adversaire. Donc premier élément. Le deuxième élément, les cyberattaques. On vient d'en parler un petit peu là sur quelques exemples. On a vu aussi des exemples de wipers, donc d'outils capables de détruire des données qui ont comme objectif soit d'empêcher la communication, soit d'attaquer sur le moral des gens, comme je disais tout à l'heure, puisque quand tout d'un coup on ne peut pas prendre le train, on ne peut pas retirer d'argent ou autre, on a un impact qui est réel et qui est présent. On a une troisième catégorie autour de l'influence d'information. On a Ghostwriter, UNC 1151 pour les petits noms d'argot qu'on utilise un petit peu partout, qui lance des narratifs depuis très longtemps, anti-OTAN en français, et qui va avoir comme objectif de légitimer des actions. Et on voit vraiment depuis le 24 février énormément d'opérations, de tentatives d'influence sur la partie informationnelle. Et puis enfin... À travers les réseaux sociaux ou pas seulement? Pas seulement. Les réseaux sociaux sont vraiment utilisés, je dirais majoritairement, parce que c'est l'effet de boule de neige et d'impact qui est sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, l'utilisation de réseaux sociaux, mais on avait aussi montré, il y a cela un petit peu moins d'un trimestre, carrément des groupes complets de faux journalistes avec des faux journaux, avec des nébuleuses complètes d'informations qui permettaient d'orienter un discours
politiques sur le sol ukrainien, mais aussi géorgien ou biélorusse ou polonais, donc vraiment dans tous les États des pays de l'Est. Et puis la dernière catégorie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on l'a vu apparaître pendant le conflit, les gens qui vont vouloir défendre une bannière. On a vu apparaître Conti, donc le groupe sur la partie ransomware, et puis Anonymous qui a décidé aussi de prendre parti, où là on est plutôt sur une guerre d'impact psychologique et visible à travers des gens qui vont travailler plutôt pour un objectif qui est le leur, une patrie qu'ils veulent défendre. Donc on a vraiment ces 4 catégories de choses que l'on voit qui prennent plus ou moins d'ampleur, qui accélèrent, qui redescendent selon l'actualité, et on sait que ça va continuer à perdurer pendant le conflit. Est-ce que pour autant on peut parler de cyberguerre? Moi je dis, on parle de la guerre cyber, Jérôme Billois, mais est-ce qu'on peut parler déjà de cyberguerre? Non, je pense que le mot est sur toutes les lèvres et on le lit un peu partout. Il faut voir que le concept de cyberguerre, il a été mis dans les doctrines militaires des différents pays qui se sont intéressés au sujet, et on parle bien finalement d'actes dans le cyberespace qui auraient des effets physiques graves sur un territoire. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. C'est quelque chose qui malheureusement pourrait peut-être arriver un jour, mais on est plutôt dans des actions de déstabilisation, on est plutôt dans des actions d'espionnage, comme c'était évoqué à l'instant. Et la seule chose pour moi qui est vraiment qui est nouvelle dans ce conflit, c'est un peu ce concept de résistance cyber. En particulier sur ce qui s'est passé en Biélorussie avec ce groupe des cyberpartisans qui ont décidé d'attaquer la SNCF biélorusse pour finalement le faire dysfonctionner les trains. Alors pas en mettant en risque la population, et je trouve que c'est très intéressant qu'ils aient bien mis ça en avant, mais pour, si vous voulez, ils ont fait tomber le système qui a fait le dispatching, l'organisation des différents trains. Et donc dans un objectif de ralentir l'acheminement des convois qui livraient, qui épaulaient les forces russes. Donc c'est vraiment pour moi, voilà, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. On avait des mouvements finalement de réponse idéologique à un certain nombre de conflits, souvent portés par les Anonymous. Là, on passe un cran au-dessus, on a vraiment l'impression de voir apparaître de la cyber-résistance dans le monde numérique. Donc à voir ce que ça va donner, à voir quels vont être les effets réels aussi de ces mouvements-là, et à voir les risques que ce type de mouvements peuvent avoir, parce qu'on sait qu'une attaque cyber, ça peut vite déborder, mais je trouve que c'est particulièrement intéressant à suivre. Olivier Lorelli, sur la manière dont ce conflit aujourd'hui, vous le suivez avec Reflet Info, notamment, c'est votre site d'investigation. Alors, bon, déjà, je suis tout à fait en accord avec ce que disait Jérôme. On n'est pas du tout dans une cyberguerre. Je pense pas. Je pense qu'il y a eu vraiment un seul acte de guerre, de cyberguerre, jusqu'à maintenant, qui était l'attaque sur la centrale de Natanz en Iran par les Américains et les Israéliens, où là, on attaque une infrastructure physique avec un risque important. Alors maintenant, nous, de notre côté, du côté Reflet.info, côté média, on a beaucoup observé l'Ukraine pendant un moment. On a essayé de spotter des caméras sur place, sur Kiev, pour regarder un petit peu les gens évoluer et vivre là-bas en temps de conflit. Et on s'est assez rapidement aperçu qu'il y avait beaucoup de caméras de vidéosurveillance qui étaient activées avec des accès par défaut, donc admin. Et on a réussi à prévenir finalement l'ambassade de France, parce qu'on avait eu accès pendant pas mal de temps en fait aux caméras de vidéosurveillance de la police là-bas. Donc si vous y arrivez, tout le monde peut y arriver. Elles étaient en libre accès. Elles étaient en complet libre accès. Sans protection, oui. Alors ça, c'est ce qui a été fait en fait par un groupe de chez nous en fait sur l'Ukraine. Moi de mon côté, j'ai également travaillé plutôt sur la cyberinfluence, on va dire, en m'attaquant à une radio et en diffusant le discours par exemple du président Zelensky. Voilà, bon, Comment vous faites, comment vous procédez? C'est très simple en fait. Quand vous dites bonjour à des machines sur Internet, elles vous répondent, elles vous expliquent quelle porte est ouverte. Et en fonction des portes ouvertes, vous arrivez à détecter des équipements. Là, je suis tombé sur un équipement que je connaissais pas trop. Et il se trouve que c'était le moyen de streamer sur une radio. C'est presque effrayant quand vous nous racontez ça. Ça semble si simple en fait. Simple. Parce que si l'infiltration est aussi simple de France vers l'Ukraine pour diffuser des discours ou vers la Russie, on peut imaginer que ce soit la même chose dans l'autre sens. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui dans ce conflit, David Grout? Je ne sais pas ce qui m'inquiète le plus. Alors je dirais, pour rejoindre un petit peu ce que disait Jérôme tout à l'heure, le risque vraiment d'impact non maîtrisé ou non souhaité. Au-delà d'un acte de cyberguerre avec un impact humain qui pourrait arriver, mais pour l'instant on semble assez loin encore de ça, c'est plutôt tous les impacts non maîtrisés, d'avoir quelque chose qui se propage et qui impacte d'un coup des économies au niveau mondial. Et donc dans ce cas-là, de se retrouver dans une activité
multi-pays, multi-impact et donc difficile à gérer. Mais d'un côté plutôt positif, je dirais que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une volonté des États en Europe à augmenter leur niveau de résilience et leur niveau de capacité. Donc le fait de voir qu'on a pas mal de portes ouvertes comme ça, qu'on peut avoir beaucoup d'impact sur notre quotidien, a fait prendre conscience à beaucoup d'entreprises, PME, PMI, parce que les grands groupes, la plupart du temps, ont déjà une philosophie de sécurité relativement forte. Mais alors, on est un monde de PME, ça fait quand même quelques temps qu'on parle de la prise de conscience, mais visiblement, il y a toujours des portes ouvertes, il y a toujours des façons de s'infiltrer assez simples. Est-ce que dans ce contexte où la Russie aussi parle de sa déconnexion d'Internet, finalement, ça va devenir plus compliqué de créer des infiltrations et de se battre avec les mêmes armes? Alors, il faudrait déjà qu'ils y arrivent. Pour l'instant, c'est assez limité. On sait qu'ils ont mené des essais l'été dernier pour essayer d'isoler l'Internet russe. Encore une fois, c'est pas de faire en sorte que l'Internet ne fonctionne plus là-bas, mais c'était vraiment de l'isoler des autres pays. On ne sait pas à quel point ils ont réussi à le faire, on ne les a pas vus totalement déconnectés, mais effectivement, ça pourrait déjà d'une part gêner le renseignement militaire, et puis gêner les réponses sur cette petite guerre de cyber-influence, on va dire. Un point peut-être juste à Vous voulez aussi faire réagir Jérôme Billois là-dessus? Je vais laisser Jérôme après, mais juste un point rapide là-dessus. Aujourd'hui, la volonté qu'a la Russie depuis quelques jours, ou en tout cas les communications qu'on voit, n'est pas vraiment de s'isoler d'Internet. C'est vraiment plutôt de diminuer sa surface d'attaque de l'extérieur. Oui. Donc d'essayer d'avoir moins de points d'entrée venus de l'extérieur pour éviter des belligérants extérieurs de rentrer sur l'Internet. C'est vraiment différent c'est ça de côté isolation de bulle. Le point le plus préoccupant, finalement. On va couper plutôt des banques et des ministères, comme l'a fait le ministère de la Défense russe. Il n'était plus accessible il n'est toujours pas d'ailleurs accessible depuis une IP des opérateurs critiques. Autre que la Russie. Ouais. Jérôme Billois, une réaction là-dessus? Oui, alors moi ce qui m'inquiète le plus, c'est avant tout le sort des populations sur les terrains touchés, qui est absolument horrible. Par contre, peut-être la touche positive et à laquelle peut-être on ne s'attendait pas aussi, c'est finalement, on voit la mobilisation de l'Ukraine sur le volet du conflit classique, entre guillemets, mais on voit aussi un rôle déterminant du vice-premier ministre de l'Ukraine en charge de la transformation numérique. Il faut quand même voir que c'était le 3e dans l'ordre protocolaire du gouvernement, donc on est dans un pays où le numérique était particulièrement important, et toute la stratégie qu'il mène, et qui est assez efficace au final, d'interpeller les grands acteurs du numérique pour imposer des sanctions envers la Russie, cette fois-ci peut-être pas des sanctions commerciales, peut-être pas des sanctions gouvernementales, mais vraiment des sanctions à l'usage, pour quelque part arriver à casser la bulle informationnelle que la Russie essaye de créer en déformant complètement l'image du conflit et en faisant que tous les services, vous ne pouvez plus acheter d'iPhone chez Apple, vous n'avez plus accès à Netflix, vous ne pouvez plus créer de compte chez Microsoft, etc. Tout ça arrive quand même à secouer les populations, à les faire réaliser ce qui se passe et à peut-être, on va dire, amener une fin à ce conflit. En tout cas, je le souhaite dans ce cadre-là. Mais voilà, le rôle du numérique dans ce conflit est particulièrement nouveau. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement des activistes sur Internet, Bluetooth? Alors, c'est à double tranchant. D'une part, du bruit. Quand vous avez des groupes comme Anonymous qui vont mener des attaques par déni de service, il faut bien comprendre que ça peut aussi, des fois, être contre-productif. C'est pas qu'une petite manifestation. Des fois, ça peut gêner le renseignement militaire qui a besoin d'accéder à certains réseaux. De l'autre côté, on a ce jeu d'influence qui fait que le peuple russe, du coup, peut être informé et au courant qu'il se passe un conflit, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre sur leurs médias. Donc, ça a également une importance. Mais il faut toujours essayer. Et cette armée IT, cette armée de hackers ukrainienne, vous l'avez vu se consolider, se constituer, s'organiser? Oui, c'était énormément de monde. Alors, ils avaient un canal Telegram, qui est une messagerie russe, paradoxalement. Mais oui, c'était plus de 200 000 personnes. Mais attention, sur ces 200 000 personnes, vous avez aussi des forces de police russes, vous avez aussi du... C'est ça, comment on coordonne, comment on fait le ménage? C'est très compliqué. Comment nous, en France, on peut se préparer à cette cybermenace? Vous dites qu'il y a une montée de prise de conscience. Ok, très bien, mais quelles actions on peut mener aujourd'hui pour véritablement se protéger dans ce type de conflit?
Alors, on a des actions, il y a des actions, on va dire, globalement déjà techniques, en termes de capacité de résilience, en termes de protection, en termes d'entraînement aussi. Donc ça, c'est vraiment... Cédrico nous dit on va élever le niveau de menace et donc de protection, de défense, de cyberdéfense de la France. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des actions techniques qui peuvent être très simples. Par exemple, ce qu'on appelle l'authentification multifacteur sur tous les éléments extérieurs, être capable de se connecter venant de l'extérieur à son entreprise ou à son gouvernement, pas uniquement avec un login et un mot de passe, mais aussi avec un code, un SMS ou autre, donc de ne pas ouvrir et laisser ouvertes les portes, comme on parlait tout à l'heure. Être capable aussi de s'auto-évaluer, savoir ce qu'on présente à l'extérieur et comment on le présente, pour ne pas laisser les portes ouvertes, comme on disait en amont, et puis faire des exercices pour savoir répondre, puisqu'en fait, le temps est extrêmement précieux. Être capable de répondre vite permet de limiter les impacts, sur la réaction, et donc d'avoir des modes d'emploi, des fiches rétextes, des retours d'expérience, des fiches à suivre pour réagir. Ça, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place, qui étaient déjà mises en place, mais qui sont en train d'être accélérées un peu partout. Vous le constatez aussi, Bluetooth, ça ? Alors oui, surtout qu'on sort... Niveau de protection qui on sort tout juste en fait, d'une grosse faille de sécurité qui s'appelle Log4Shell, dont la rémédiation est très compliquée. Il y a encore énormément d'entreprises qui en sont victimes parce que des fois, elles ne sont même pas au courant qu'elles sont vulnérables. Mais ça a agité déjà un petit peu de monde. Donc il y a eu déjà un petit sursaut sur la sécurité des assets des entreprises. Maintenant, c'est vrai qu'il en reste quand même pas mal au niveau du tissu des PME et TPE qui sont particulièrement vulnérables. Et qui sont connectés aussi aux grandes entreprises, voire aux opérateurs d'importance vitale. C'est tout le risque après des attaques par supply chain, justement. Jérôme Billois, je n'ai pas le temps de vous faire réagir. On arrive à la fin de ce talk. Merci beaucoup d'y avoir participé, de nous avoir éclairés. Je rappelle que vous êtes expert cyber chez Wavestone, le cabinet de conseil. Merci aussi à David Groot d'être venu nous parler de ce conflit, donc mendiant Google maintenant, et Olivier Laurély de Beerstech et Reflet Info. On se retrouve juste après la pause dans Smart Tech. On continue à parler du conflit ukrainien, mais là à travers l'impact pour l'industrie du jeu vidéo.